Ils la vendirent pour la ferraille parce qu'ils pensaient qu'elle était cassée. C'était de la vérité honnête. Son père avait regardé les papiers médicaux, puis l'homme terrifiant en costume noir et dit « Quote, elle est stérile. Vous pouvez l'avoir pour la moitié du prix, quote. » Fiona se tenait là, engourdie, regardant sa propre famille échanger sa vie pour effacer une dette de jeu. Il pensait qu'il l'envoyait à sa mort au domaine Blackwood. Ils pensaient qu'elle était inutile, mais ils avaient tort. Le monstre à qui ils l'avaient vendue ne voulait pas la tuer. Il voulait la guérir. Et 3 jours plus tard, elle n'était pas juste vivante. Elle portait l'héritier d'un empire dont ils ne pouvaient que rêver. Et quand ils l'ont découvert, c'est là que la vraie guerre a commencé. Pendant 22 ans, Fiona Miller fut la tache invisible sur la réputation immaculée de la famille Miller. Ils vivaient à Seattle dans un quartier où les pelouses étaient manucurées avec des ciseaux à ongles et les secrets étaient enterrés sous des couches de Botox et de Chardonnay. Son père, Gavin, était un homme qui aimait les apparences plus qu'il n'aimait ses enfants. Sa belle-mère, Linda, était une femme qui calculait l'affection comme si c'était une déclaration de revenus. Et puis, il y avait Jessica, la sœur aînée de Fiona, belle, fertile, parfaite Jessica. Fiona était l'accident, non seulement parce qu'elle était née tard, mais à cause de l'accident de voiture quand elle avait 16 ans. Elle a survécu, mais les médecins, spécifiquement leur médecin de famille, le Dr. Stephen Caldwell, avaient dit à son père que les dommages à son utérus étaient catastrophiques. Quote, elle ne portera jamais d'enfant, Gavin, quote, avait dit le Dr. Caldwell, essuyant ses lunettes. Elle est effectivement stérile. À partir de ce jour-là, la valeur de Fiona dans le foyer Miller tomba à 0. Dans leur cercle, le mariage était une transaction commerciale et les héritiers étaient la monnaie. Elle était un portefeuille sans argent à l'intérieur. Avance rapide de 6 ans. Les Miller étaient fauchés. Gavin avait fait de mauvais investissements dans une technologie offshore qui n'existait pas et Linda avait dépensé une fortune pour tenter de lancer la carrière de mannequin ratée de Jessica. Les requins tournaient spécifiquement les créanciers de l'Underground. Fiona n'en connaissait pas l'étendue jusqu'à la nuit où le SUV noir s'arrêta devant leur allée. Il pleuvait, une averse typique de Seattle. Fiona était dans la cuisine à récurer le coulis parce que Linda avait renvoyé la femme de ménage et avait décidé que c'était bon pour la construction du caractère quand son père l'appela dans le bureau. L'air dans la pièce était épais de fumée de cigares et de peur. Gavin était assis derrière son bureau en acajou, transpirant. Assis en face de lui se trouvait un homme que Fiona n'avait jamais vu auparavant. Il était massif, portant un costume qui coûtait plus cher que ses frais de scolarité universitaire. Il avait la peau pâle et des yeux qui ressemblaient à du verre brisé. « Fiona, » dit son père, sa voix tremblante, « c'est M. Renfield. Il représente un collectionneur privé, M. Adrian Blackwood. » Fiona se figea. Tout le monde connaissait le nom Blackwood. Ils possédaient la moitié de la ligne d'horizon. Ils étaient reclus, excentriques, et on murmurait qu'ils étaient impliqués dans des choses que la police ne touchait pas. « Quote, M. Blackwood cherche une compagne, quote, » dit l'homme Renfield. Sa voix était comme des pierres qui grincent, un type spécifique de compagne. Jeune, en bonne santé, non attachée. « Quote, elle est non attachée, quote, » intervint Linda depuis le coin, tenant un verre à martini trop fermement. Complètement seule. « Quote, il y a une dette, quote, » dit Renfield, l'ignorant. « Quote, 3 millions de dollars. Monsieur Blackwood est prêt à absorber cette dette en échange de votre fille, en quote. Fiona allaita. « Quote, vous me vendez? C'est un contrat de mariage, quote. Fiona. Son père claqua, bien qu'il ne puisse pas la regarder dans les yeux. « Quote, c'est une grande opportunité. Les Blackwood sont la royauté. Mais il y a un piège, quote, interrompit Renfield. Il sortit un dossier. Monsieur Blackwood exige un héritier. Le contrat stipule que l'union doit produire un enfant dans l'année où l'accord est nul et la dette est rétablie avec intérêt.
La pièce devint silencieuse. Le cœur de Fiona martelait contre ses côtes. C'était ça. C'était sa sortie. « Je ne peux pas, murmura-t-elle, ressentant un étrange mélange de soulagement et de honte. Je ne peux pas avoir d'enfant. Je suis infertile. » Elle regarda son père, s'attendant à ce qu'il annule l'accord. Au lieu de cela, elle vit un éclair de quelque chose de dégoûtant dans ses yeux. Calcul. Gavin se pencha en avant. « En quoi? »« Elle est stérile, quoi? » dit-il à Renfield. « Et en quoi? Marchandise endommagée. »« Nous avons les dossiers médicaux pour le prouver, en quote. » Renfield fronça les sourcils. « Alors elle nous est inutile. »« Attendez, » dit rapidement Gavin. « Prenez-la. Prenez-la et vous effacez la moitié de la dette. Un sur 5 millions. Elle est bonne pour d'autres choses. Elle cuisine, elle nettoie, elle est obéissante. Vous n'avez pas besoin de l'épouser. Prenez-la juste, utilisez-la comme servante ou tout ce que M. Blackwood veut. » Les genoux de Fiona cédèrent. Elle attrapa le dossier d'une chaise. « À quoi, papa? Elle est infertile, à quoi? » ajouta Linda, sa voix perçante. « En quoi? Vous pouvez l'avoir pour la moitié du prix. Prenez-la juste hors de cette maison. Elle est juste une bouche de plus à nourrir ici, en quoi? » Renfield regarda Fiona. Pendant une seconde, elle pensa voir de la pitié dans ses yeux froids. Il sortit son téléphone, tapa un message et attendit. Un instant plus tard, il vibra. « D'accord, » dit Renfield, se levant. « 1,5 million. Nous prenons la fille. Pas de mariage, pas de droit. Elle appartient au domaine maintenant. Fais tes bagages, Fiona, » dit son père finalement, la regardant. Ses yeux étaient morts. « Tu pars ce soir. » Fiona ne pleura pas. Elle était trop choquée pour pleurer. Elle monta, rangea un seul sac de voyage avec ses jeans usés et ses poules surdimensionnées et sortit par la porte d'entrée. Elle ne dit pas au revoir à Jessica, qui regardait depuis sa fenêtre avec un sourire en coin. Fiona monta à l'arrière du SUV noir. Alors qu'il s'éloignait, laissant la seule vie qu'elle avait jamais connue, elle réalisa la vérité. Elle n'était pas une fille. Elle était un article à prix réduit lors d'une vente de garage. Elle pensait qu'elle allait en enfer. Elle ne savait pas qu'elle se dirigeait droit dans les bras du diable lui-même. Le trajet jusqu'au domaine Blackwood prit 3 heures. Ils roulèrent profondément dans les montagnes, au-delà de l'endroit où le signal GPS mourut et le brouillard s'installa comme une chose vivante. Le domaine était une forteresse, hauts murs de pierre, portails en fer surmontés de pointes, et une maison principale qui ressemblait plus à une cathédrale gothique qu'à une maison. C'était beau, mais terrifiant. Renfield mena Fiona à l'intérieur. La maison était silencieuse, non pas le silence d'une maison vide, mais le silence d'un prédateur attendant de frapper. L'air était plus froid ici, sentant les vieux livres, la pluie et quelque chose de métallique comme le cuivre. « Attendez ici, » dit Renfield, la déposant dans une immense bibliothèque. « Il vous verra maintenant. » Fiona se tenait là, serrant son sac, frissonnant dans son manteau fin. « Tu sens la tristesse, » dit une voix. Elle se retourna. Debout près de la cheminée se trouvait un homme. Il était grand, plus mince que Renfield, mais rayonnait d'une puissance qui faisait vibrer l'air. Il avait des cheveux noirs de jais qui tombèrent sur son front et des yeux si sombres qu'ils ressemblaient à des vides. Il portait une simple chemise blanche, déboutonnée en haut, et un pantalon noir. Il était d'une beauté dévastatrice, mais de la manière dont un orage est beau dangereux. « Equat, vous devez être Fiona Equat, » dit-il. Il ne marcha pas vers elle. Il glissa. Un instant, il était près du feu. L'instant d'après, il était à 3 pieds. « Monsieur Blackwood, » balbutia-t-elle. « Adrien, » corrigea-t-il. Il la tourna autour, son nez s'évasant légèrement. « Votre père a dit à mon associé que vous êtes brisé, que votre utérus est un désert. » Fiona tressaillit. « Oui, je ne peux pas vous donner un héritier. Je suis désolé si vous avez été induit en erreur. » Adrienne s'arrêta devant elle.
Il tendit la main et lui releva le menton. Ses doigts étaient froids comme de la glace. « Savez-vous ce que je suis, Fiona? » Elle regarda dans ses yeux et vit les mouchetures rouges nager dans le noir. Elle avait entendu les rumeurs, les randonneurs disparus, les banques de sang qui étaient lourdement financées par la Blackwood Corp. « J'ai une idée, » elle murmura, sa voix à peine audible. « Dites-le. Vampire. » Il sourit, révélant des canines s'allongeant. Précis. « Et savez-vous pourquoi un vampire voudrait une épouse humaine pour se nourrir? »« Hein, quoi? Nous avons des poches de sang pour ça, quoi? » rejeta-t-il. « Quoi? Non, nous cherchons un partenaire parce que l'immortalité est incroyablement ennuyeuse sans témoin. Mais il y a un impératif biologique. Nous sommes une race mourante. Il est presque impossible pour notre espèce de procréer avec des humains. Cela nécessite un marqueur génétique spécifique chez l'humain, une compatibilité. » Il recula, la regardant de haut en bas. « Votre père vous a vendu comme infertile, mais c'est un fou qui fait confiance aux médecins humains. Les médecins humains voient un utérus cicatrisé et voient une impasse. Je vois du potentiel. »« Que voulez-vous dire? » demanda-t-elle reculant. « Je veux dire, Fiona, que je ne vous ai pas acheté pour nettoyer mes sols. Je vous ai acheté parce que quand je vous regarde, je ne vois pas un désert stérile. Je vois un jardin dormant. »« Vous pensez pouvoir me réparer? » demanda-t-elle incrédule. « Un quoi? » Le docteur Caldwell a dit. « Quoi? » Le docteur Caldwell est un charlatan. Adrienne grogna. « Un quoi? Je peux vous guérir. Mon sang peut vous guérir, mais cela nécessite un lien, un transfert d'essence. » En quoi? Il se rapprocha à nouveau, sa voix tombant à un ton de velours hypnotique. En quoi? Je vous donnerai un choix. Je ne prends jamais ce qui n'est pas donné. Vous pouvez rester ici en sécurité, nourrie et travailler comme servante. Vous vivrez d'une longue vie tranquille, ou vous pouvez me donner 3 jours. 3 jours pour partager mon lit. 3 jours pour me laisser vous mordre, pour laisser mon venin réparer vos tissus. Si cela fonctionne, vous serez la mère de l'enfant le plus puissant du Nord-Ouest Pacifique. Si cela échoue, vous ne perdez rien d'autre que 3 jours. Fiona le regarda. Elle pensa à son père la vendant pour la moitié du prix. Elle pensa au sourire en coin de Jessica. Elle pensa au futur vide et froid qui l'attendait en tant que servante. Et puis elle regarda Adrien. Il y avait de la faim dans ses yeux. Oui, mais il n'y avait pas de cruauté. Il y avait d'une étrange solitude intense qui correspondait à la sienne. 3 jours, demanda-t-elle. 3 nuits, clarifia-t-il, et les jours entrent. Fiona prit une profonde inspiration. Elle n'avait plus rien à perdre. D'accord. Les yeux d'Adrienne brillèrent en rouge. Il la souleva dans ses bras comme si elle ne pesait rien. Alors, commençons. Fiona s'attendait à la douleur. Elle s'attendait à l'horreur. Elle ne s'attendait pas à la passion la plus intense de sa vie. La première nuit fut un flou de sensations. La chambre d'Adrienne était une pièce de tour avec des fenêtres donnant sur la forêt brumeuse. Il était doux, terrifiant de douceur. Quand il l'embrassa, il avait le goût de vin rouge et de fer. Quand il la mordit juste à la jonction de son cou et de son épaule, ça ne fit pas de mal comme une blessure. Ça brûla d'un feu liquide chaud qui se propagea dans ses veines. Elle pouvait sentir son venin se déplacer en elle, chassant le tissu cicatriciel, les dommages, les parties brisées d'elle. C'était comme être recablé de l'intérieur. Il ne la vida pas. Il sirota juste assez pour mélanger leurs lignées. Et puis il scella la blessure avec un coup de langue qui lui envoya des frissons le long de la colonne vertébrale. « Quote. Reste avec moi, quote, murmura-t-il contre sa peau, son corps froid contre sa chaleur fiévreuse. Laissez-le agir. Pendant 3 jours, ils ne quittèrent pas cette pièce. Ils parlèrent. Ce fut la surprise. Entre les épisodes d'intimité physique intense, Adrienne voulait la connaître. Il demanda sur ses livres, ses rêves, la musique qu'elle aimait. Il l'écouta se plaindre de l'injustice d'avoir été vendue. Quote,
Ils ne vous méritent pas, quote, dit-il la deuxième nuit, lui caressant les cheveux. Il regardait un diamant et voyait du verre. À quote. Et que voyez-vous? À quoi? Demanda-t-elle, traçant la ligne dure de sa mâchoire. En quoi? Je vois l'avenir, quote, dit-il simplement. Au troisième matin, Fiona se sentait différente. Sa peau était éclatante. La douleur constante dans son bas du dos, un vestige de l'accident de voiture, avait disparu. Elle se sentait pleine d'énergie, vibrante, vivante d'une manière qu'elle n'avait pas connue depuis ses 16 ans. Adrienne se tenait près de la fenêtre, regardant le lever du soleil. Le verre teinté UV le protégeait. Il avait l'air fatigué mais satisfait. « En quoi? C'est fait, quoi? » dit-il. « En quoi ça a marché? En quoi? » demanda Fiona, se redressant dans les draps de soie. Il se tourna vers elle, son expression illisible. « Nous saurons bientôt. Mais pour l'instant, le contrat est rempli. Vous n'êtes plus une servante, Fiona. Vous êtes la dame du manoir Blackwood, quel que soit le résultat. » Il l'aimait vraiment. Elle le réalisa alors. Il l'avait sauvée de sa famille, non pas juste pour l'utiliser comme poulinière, mais parce qu'il voyait en elle quelque chose qui valait la peine d'être sauvé. 2 semaines plus tard, Fiona était dans la bibliothèque, organisant les premières éditions d'Adrienne, quand l'odeur du vieux papier lui souleva soudain l'estomac. Elle se précipita à la salle de bain, atteignant à peine le lavabo avant de vomir. Elle se lava le visage à l'eau froide, fixant son reflet. Ses seins étaient insensibles. Son odorat avait été poussé à 11. Elle pouvait sentir les aiguilles de pain à l'extérieur, le cuivre dans les tuyaux. Elle courut à l'aile médicale du domaine. Renfield était là, organisant les fournitures. « Un quote. J'ai besoin d'un test, un quote, » dit-elle essoufflée. « Un quoi? Un test de grossesse? Quoi? » Renfield haussa un sourcil, mais lui tendit une boîte sans un mot. Elle fit le test. 3 minutes, les 3 minutes les plus longues de sa vie. Elle regarda le bâtonnet. 2 lignes roses solides. Elle tomba au sol, sanglotant, non pas de tristesse, mais d'un choc pur et accablant. Elle n'était pas brisée. Il l'avait réparée. La porte s'ouvrit en grand. Adrienne fut là en un éclair. Il devait avoir entendu son rythme cardiaque changer. Il la regarda, puis le bâtonnet dans sa main. Le seigneur vampire, le monstre de Seattle, tomba à genoux. Il prit le bâtonnet, le regarda, puis enfouit son visage dans son giron. Elle sentit ses épaules trembler. Il pleurait. Des larmes de sang tachèrent ses jeans. « En quoi tu l'as fait, quoi? » murmura-t-il. « En quoi, Fiona, tu l'as fait. »« Nous l'avons fait, quoi? » corrigea-t-elle, passant ses doigts dans ses cheveux. Ils étaient heureux. Pendant environ 24 heures, ils furent au paradis. Adrienne commença à commander des berceaux, à discuter de noms, à prévoir d'étendre le dispositif de sécurité. Mais les secrets à Seattle ne restent pas secrets longtemps. Surtout pas quand vous avez une sœur comme Jessica qui traque les médias sociaux et un ancien médecin qui parle trop. Renfield entra dans la salle à manger le soir suivant, le visage sombre. Il tenait une tablette. « Monsieur, dit Renfield, nous avons un problème. »« Qu'est-ce que c'est? » Adrienne demanda, ne levant pas les yeux de là où il nourrissait Fiona de fraises. Il était obsédé par sa nutrition maintenant. « Ce sont les Miller, » dit Renfield. « Ils ont découvert la grossesse. Le Dr. Caldwell a divulgué les résultats de l'analyse sanguine de Fiona de la visite à l'hôpital la semaine dernière. » Fiona se figea. « Quoi? Ils poursuivent en justice, » dit Renfield. « Ils affirment que puisque Fiona est enceinte, elle n'était manifestement pas infertile quand elle fut vendue. Par conséquent, la réduction était basée sur la fraude. Ils la veulent de retour. »« En quoi? Ils me veulent de retour? »« À quoi? » demanda Fiona, sa voix tremblante. « En quoi? »« Non, quoi? » dit Adrienne, se levant, ses yeux virant à un cramoisi violent. « En quoi? Ils ne vous veulent pas de retour, Fiona. Ils veulent le bébé,
et ils veulent l'autre. Un te valent 5 millions de dollars en quote. Renfield hocha la tête. Ils sont en route ici avec des avocats et la presse. Adrian regarda Fiona. Laissez-les venir. Les moniteurs de sécurité dans le bureau d'Adrian montraient un cirque. À l'extérieur des immenses portails en fer du domaine Blackwood, 3 fourgonnettes de presse étaient garées. Des reporters se tenaient sous la pluie, les microphones prêts. Et en plein centre du chaos se trouvait la famille de Fiona. Son père, Gavin, avait l'air vertueux dans son trench coat. Linda tamponnait ses yeux secs avec un mouchoir, jouant la mère en deuil. Et Jessica avait l'air de marcher sur un tapis rouge, posant pour les caméras, tout en tenant une pancarte qui disait « Enquat, rendez notre fille, Enquat, Enquat ». Ils ont amené la presse et Enquat, dit Renfield, fixant l'écran avec dégoût. Enquat. Ils savent que nous valorisons la vie privée. Ils essayent de nous faire sortir. Ils essayent de me faire honte, Adrian dit, sa voix basse et dangereuse. Il boutonna ses poignets. Il pense que parce que je suis une créature de la nuit, je crains la lumière de l'opinion publique. Il se trompe. Il se tourna vers Fiona. Elle était assise sur le canapé en velours, sa main protectrice sur son ventre encore plat. « Vous restez ici, Fiona. » Il commanda doucement. « Anquat. »« Non, Quat, dit-elle, se levant. Ses jambes tremblaient, mais sa voix non. « Anquat. Si je me cache, ils gagnent. Ils ont besoin de voir que je ne suis pas une prisonnière. Ils ont besoin de voir que je vous ai choisi. » Anquat, Adrian étudia son visage un instant, puis hocha la tête. Renfield ouvrit les grilles, mais gardez le périmètre sécurisé. Si quelqu'un met un pied sur l'allée privée, retirez-le. Ils marchèrent jusqu'au portique avant. La pluie avait cessé, laissant une lourde brume grise planer sur le domaine. Alors qu'ils apparurent, les caméras clignotèrent comme des éclairs. Le père de Fiona la vit en premier. « Un quote. Fiona, un quote, cria-t-il, se précipitant jusqu'à ce qu'il heurte la barrière invisible de l'équipe de sécurité d'Adrian. « Un quote. Fiona, Dieu merci. Êtes-vous blessé? Vous a-t-il blessé? »« Arrêtez, papa, » dit Fiona, sa voix amplifiée par l'acoustique de la cour en pierre. Laissez tomber la comédie. Linda s'avança, son visage se tordant en un ricanement quand elle vit le collier de diamants qu'Adrian avait donné à Fiona, un héritage familial valant plus que leur ancienne maison. « Regardez-la, Gavin. Elle a été achetée, habillée comme une poupée pendant que nous souffrons. Nous sommes ici pour renégocier, » cria Gavin, pointant un doigt vers Adrian. « Vous nous avez escroqué, Blackwood. Vous avez prétendu acheter de la marchandise endommagée. Vous avez dit qu'elle était stérile. Mais nous avons des sources. Le docteur Caldwell nous a dit qu'elle est enceinte. Vous avez volé un actif reproducteur de premier choix pour le prix d'une mule. » Les mots restèrent suspendus dans l'air. Actif reproducteur de premier choix. Fiona se sentit mal. « Est-ce tout ce que je suis pour vous? » Elle cria en retour, des larmes lui piquaient les yeux. « Un actif. Vous m'avez vendu. Vous m'avez échangé pour payer vos dettes de jeu. Un quote. Nous avons fait ce que nous devions faire pour sauver la famille. Quote. » cria Jessica, jetant ses cheveux en arrière. « Un quote. Et vous devriez être reconnaissante. Au lieu de cela, vous avez menti. Vous avez prétendu être brisé pour pouvoir avoir un mari riche pendant que nous avons failli perdre la maison. »« Je n'ai pas menti, » cria Fiona. « Le docteur Caldwell nous a dit que j'étais infertile. »« Tu étais là, papa. Tu as vu les graphiques. »« Peut-être l'avez-vous simulé, » siffla Linda. « Ou peut-être ce monstre a-t-il utilisé de la magie noire. » Ça n'a pas d'importance. Le contrat était pour une femme infertile. Si vous êtes enceinte, le contrat est nul. Vous nous appartenez jusqu'à ce qu'il paie la pleine valeur marchande, 5 millions, ou nous vous reprenons et vendons les droits au bébé Pont Enqual. Adrian rit. C'était un son terrifiant. Ce n'était pas fort, mais cela réduisit les reporters au silence. Il descendit du porche et marcha vers la grille.
L'équipe de sécurité s'écarta pour lui. Il s'arrêta à quelques centimètres des barreaux de fer, regardant Gavin. « Vous parlez de valeur marchande, dit Adrien, sa voix douce comme de la ouai mais tranchante comme un rasoir. Vous parlez de contrat, mais vous oubliez à qui vous avez affaire, Gavin Miller. J'ai été vivant pendant 300 ans. J'ai écrit des contrats en sang et en encre, et je reconnais une arnaque quand j'en vois une. » Les yeux d'Adrienne commencèrent à luire d'une faible lumière cramoisie. Les reporters altèrent, les caméras zoomant. « Vous voulez plus d'argent, tu ?» demanda Adrienne. « Nous voulons la justice. » Gavin balbutia, reculant, la peur brisant finalement son avidité. « Vous voulez 5 millions? » Adrienne continua. « Bien. » Fiona à l'état. « Adrienne, non. » Adrienne leva une main pour la faire taire. « Je vous donnerai 5 millions de dollars tout de suite, un virement bancaire sur votre compte offshore. » Les yeux de Gavin s'illuminèrent. Linda attrapa son bras, bavant pratiquement. Jessica ricana à Fiona, murmurant « Nous avons gagné. » Mais Adrienne ajouta, sa voix tombant d'une octave. « Si vous prenez l'argent, vous signez un nouveau contrat, un accord de non-divulgation et une résiliation des droits parentaux. Vous ne reverrez jamais Fiona. Vous ne verrez jamais mon enfant. Vous oublierez qu'elle ait jamais existé. Si vous prononcez son nom, si vous approchez de ce domaine, si vous regardez même une photo d'elle, l'accord est nul, et je viendrai pour vous, et je n'amènerai pas d'avocat. » End quote. Il sourit, révélant les pointes de ses crocs. End quote. Avons-nous un accord? End quote. Gavin ne regarda même pas Fiona. Il n'hésita pas. Il ne demanda pas si elle était heureuse. Il regarda juste le tas imaginaire d'argent. End quote. Accord end quote, dit son père. End quote. Où signons-nous? End quote, ajouta Linda. Le cœur de Fiona se brisa complètement. Jusqu'à ce moment, une petite partie folle d'elle espérait qu'ils étaient réellement là, parce qu'ils lui manquaient, mais ils l'avaient juste vendu à nouveau. Renfield s'avança avec une tablette. Ils signèrent. Ils regardèrent le virement arriver sur leur téléphone. Ils acclamèrent. Ils montèrent dans leur voiture et partirent sans regarder une seule fois en arrière. Fiona se tenait sur le porche, se sentant vide. Adrienne revint vers elle et passa ses bras autour d'elle. Il ne dit pas « End quote ». « Je te l'avais dit, quote ». Il la serra juste pendant qu'elle pleurait dans sa chemise chère. « End quote ». « Ils sont partis, quote », murmura-t-il. « End quote ». « Vous êtes en sécurité, quote ». Mais alors que Fiona regardait les feux arrière de la voiture de ses parents disparaître dans le brouillard, une pensée la frappa. Une pensée qui était plus affûtée que n'importe quelle dent de vampire. Dr. Caldwell. Son père avait dit que le Dr. Caldwell nous avait dit qu'elle était enceinte. Comment le Dr. Caldwell savait-il qu'elle avait fait un test à domicile? Elle n'était pas encore allée à l'hôpital. Renfield avait acheté le test dans une pharmacie 2 villes plus loin. Adrienne, dit-elle, reculant les yeux écarquillés. « Comment le Dr. Caldwell savait-il que j'étais enceinte? Nous n'avons dit à personne. » Adrienne se figea. Ses pupilles se contractèrent. Renfield avait acheté le test en espèces. Il n'y a pas de trace écrite, alors qu'il lui a dit. Adrienne se tourna vers Renfield. « Apportez-moi les journaux de sécurité et prenez la voiture. Nous rendons visite au Dr. Stephen Caldwell. » La clinique privée du Dr. Caldwell était au centre-ville de Seattle, un bâtiment de verre élégant qui sentait l'antiseptique et l'argent. Il était tard après les heures de fermeture, mais Renfield avait persuadé le gardien de nuit de les laisser entrer. Adrienne était d'une humeur que Fiona n'avait jamais vue auparavant. Il n'était pas l'amant romantique ou le seigneur stoïque. Il était le prédateur. Il se déplaçait dans les couloirs avec un flou de vitesse, son manteau flottant derrière lui comme des ailes. Ils trouvèrent le Dr. Caldwell dans son bureau, détruisant des documents. Quand la porte s'ouvrit en claquant, Caldwell sursauta, laissant tomber une pile de dossiers. C'était un petit homme chauve avec des mains nerveuses. Quand il vit Adrienne, la couleur quitta son visage. Monsieur Blackwood Caldwell bégaya. «
Je n'attendais pas de rendez-vous. Vous ne vous attendiez pas à ce que je le découvre, dit Adrienne, fermant la porte et la verrouillant. Asseyez-vous, docteur. Caldwell s'assit. Il regarda Fiona, ses yeux se posant sur son ventre. Ah, quote. Comment saviez-vous? Quote, demanda Fiona, s'avançant. À quote. Comment avez-vous dit à mes parents que j'étais enceinte avant même que je ne le confirme avec un médecin? En quote. J'ai deviné. Caldwell mentit, de la sueur perlant sur son front. Je connaissais la réputation de M. Blackwood. J'ai supposé. Ne me mentez pas, grogna Adrienne. Il traversa la pièce en un clin d'œil, claquant ses mains sur le bureau de Caldwell. Le bois se fissura. J'entends votre cœur, Stephen. Il bat comme un oiseau piégé. Vous n'avez pas deviné. Vous saviez. Adrienne ramassa un dossier du bureau, un que Caldwell avait essayé de déchiqueter. Il était étiqueté Patient S. Miller, sujet 89. Adrienne l'ouvrit. Ses yeux scannèrent les pages à une vitesse surnaturelle. Son expression passa de la colère à l'horreur. « À quote. Qu'est-ce que c'est? » « À quote, demanda Fiona, terrifiée. Adrienne la regarda, ses yeux remplis d'une tristesse si profonde qu'elle l'effraya. « Fiona, l'accident quand vous aviez 16 ans. L'accident de voiture. Qu'en est-il? » « Vous n'avez pas été blessée dans l'accident, dit Adrienne, sa voix tremblante de rage. Votre utérus était bien. Les scanners des urgences ne montrent aucun dommage. Mais il m'a dit que j'étais stérile, murmura-t-elle, pointant Caldwell. Il m'a montré les cicatrices à l'échographie. Faux, Adrienne cracha, jetant le dossier à Caldwell. Manipulation numérique. Alors pourquoi je ne pouvais pas tomber enceinte? Demanda Fiona, confuse. J'avais un petit ami à l'université. Nous n'avons pas utilisé de protection pendant 1 an. Rien ne s'est passé. Adrienne fit le tour du bureau et attrapa Caldwell par les revers, le soulevant dans les airs. Dites-lui ce que vous avez fait. Caldwell sanglotait maintenant. J'ai dû. Elle m'a fait le faire. Elle a un levier sur moi. Elle connaît mes poursuites pour faute professionnelle. Qui? Fiona hurla. Qui vous a fait le faire? Linda, Caldwell s'étrangla. Votre belle-mère. La pièce tourna. Linda est venue me voir après l'accident. Caldwell allaita, ses pieds pendant du sol. Elle a dit que l'argent de Gavin se tarissait. Elle a dit que si vous vous mariez bien et aviez des héritiers, sa fille Jessica n'obtiendrait rien. Elle voulait que Jessica soit la seule option viable pour un mariage riche. « Un quote, alors vous avez menti? »« Un quote, demanda Fiona. « Un quote. Je n'ai pas juste menti, un quote. » Caldwell pleura. « Elle m'a payé pour vous faire des injections. Nous les appelions des boosters vitaminiques pour votre rétablissement. Vous souvenez-vous? » Fiona revint à ses années d'adolescence. Les piqûres hebdomadaires que Linda insistait pour qu'elle prenne pour renforcer sa force après l'accident. Qui avait-il dedans? Adrienne demanda, sa poigne se resserrant. Un suppresseur chimique, confessa Caldwell. Il limite l'infertilité. Il arrête l'ovulation et crée une accumulation de tissu semblable à du charbon. C'est temporaire, mais si utilisé assez longtemps, ça devient permanent. Fiona tomba sur une chaise. Toute sa vie, la honte, le sentiment d'être brisée, la façon dont son père la regardait, comme un investissement raté. Tout était fabriqué. Linda l'avait empoisonné pour dégager le chemin pour Jessica. Quote. Et comment saviez-vous que j'étais enceinte maintenant? Un quote, demanda-t-elle, sa voix mortellement calme. Le suppresseur Caldwell siffla. Il réagit à l'ADN non humain. Je savais que si M. Blackwood, s'il s'accouplait avec vous, son venin agirait comme un purgatif universel. Il nettoie le sang. Je savais que son essence brûlerait le poison de votre système en quelques jours. Je savais que vous concevriez immédiatement. Alors, vous avez appelé Linda, dit Adrienne. Vous lui avez dit que le plan avait échoué. Un quote. Je lui ai dit de prendre l'argent avant que vous ne découvriez la vérité. A quote. Cria Caldwell. Un quote. Je voulais juste ma part. Quote.
Adrienne regarda l'homme qui rampait. Le visage du vampire était un masque de fureur froide. En quote, vous l'avez empoisonné, quote, murmura Adrienne. En quote, vous avez volé 6 ans de sa vie. Vous lui avez fait croire qu'elle était brisée. En quote, s'il vous plaît, quote, supplia Caldwell. En quote, je perdrai ma licence, j'irai en prison. Quote, en quote, prison, en quote. Adrienne ricana, en quote. La prison est pour les humains, docteur. Vous avez commis un crime contre la lignée Blackwood, en quote. Adrienne se tourna vers Fiona. En quote. Fiona, allez à la voiture, en quote, en quote. Qu'allez-vous faire? En quote, demanda-t-elle. En quote. Je vais m'assurer qu'il n'écrive plus jamais de prescription, en quote, dit Adrienne. Renfield escortait ma femme à la voiture. Renfield guida Fiona dehors. Alors que la lourde porte se fermait, elle entendit un son. Ce n'était pas un cri. C'était le son d'un lourd classeur tombant et le claquement d'os. Fiona était assise dans la voiture, la pluie tambourinant sur le toit. Elle toucha son ventre. Elle n'était pas juste guérie. Elle était vengée. Mais la colère en elle n'était pas partie. Elle se déplaçait. Linda. Elle était l'architecte. Elle était celle qui tenait l'aiguille. Elle était celle qui l'avait vendue. Et maintenant, elle était assise dans la maison d'enfance de Fiona, avec 5 millions de dollars de l'argent de son mari. La portière de la voiture s'ouvrit et Adrien glissa à l'intérieur. Il sentait la pluie et l'alcool à friction. Il essuya une tache de sang de sa jointure. « En quoi? C'est fait, quoi? » dit-il. Il a tout avoué sur bande avant de s'évanouir. « Nous avons les preuves. » Il prit sa main. « Nous pouvons laisser la police s'occuper de Linda. La fraude est extensive. Elle ira en prison pour des décennies. » Fiona regarda par la fenêtre la ligne d'horizon de Seattle. Elle pensa à la police. La prison était trop lente. La prison était trop propre. Non, dit-elle, se tournant pour le regarder. Ses yeux se sentaient secs chauds. Elle voulait jouer à des jeux avec les lignées. Elle voulait me traiter comme une transaction. En quoi? Que voulez-vous faire, Fiona? En quoi? Demanda Adrienne, étudiant son visage avec intérêt. En quoi? Je ne veux pas l'arrêter, quoi, dit Fiona. En quoi? Je veux la ruiner. Je veux tout prendre. La maison, l'argent, la réputation, la carrière de Jessica. Je veux qu'il ressente ce que c'est que d'avoir zéro valeur. Elle serra la main d'Adrienne. Vous avez dit que vous avez des contrats écrits dans le sang, dit-elle. Enseignez-moi. Adrienne sourit. C'était le sourire d'un roi qui avait enfin trouvé sa reine. Renfield. Adrienne appela à l'avant. Annulez nos réservations de dîner. Ma femme veut aller en guerre. La vengeance, découvrit Fiona, n'est pas quelque chose que l'on précipite. C'est un plat qui se mange froid. Oui, mais la présentation est tout. Pendant 2 semaines, Adrien et Fiona existèrent dans l'œil du cyclone. Alors que son corps travaillait sans relâche, nourrissant le miracle qui grandissait en elle, son ventre montrait déjà une courbe distincte et ferme. À la 5e semaine, l'équipe d'Adrienne travaillait à démanteler la vie qu'elle avait laissée derrière elle. Ils les observaient depuis le sanctuaire du domaine Blackwood. Ils avaient accédé à tout. Fiona vit les alertes de carte de crédit alors que Linda achetait une nouvelle Mercedes-Benz, la transaction étiquetée frais de consultation de l'argent qu'Adrienne avait viré. Elle regarda Gavin rembourser son bookmaker dans un bar city au centre-ville, l'air arrogant et intouchable. Et elle regarda Jessica. Jessica était la pire d'entre eux. Elle planifiait un grand gala de rebranding à l'hôtel Fairmont Olympic. Elle faisait pivoter sa présence sur les médias sociaux de mannequins en herbe à Ace et philanthrope, utilisant l'argent obtenu en vendant sa propre sœur pour financer une fête de lancement pour une ligne de soins de la peau qu'elle n'avait même pas encore créée. Il célèbre, nota Renfield un soir, plaçant une tablette sur le bureau en acajou. Il croit que vous êtes passé pour de bon, enterré dans les montagnes. Ah, quoi, laissez-les célébrer, quoi, dit Adrienne, ne levant pas les yeux des documents légaux qu'il marquait avec un stylo plume. En quoi,
Les vaches grasses sont plus lentes à courir quand les loups arrivent, quo. Il regarda Fiona, puis elle était debout près de la fenêtre, portant l'une des robes de soie qu'il lui avait achetées, sa main posée sur son ventre. La colère qui avait autrefois ressemblé à un charbon ardent dans sa poitrine s'était refroidie en quelque chose de plus tranchant, quelque chose comme une lame. « Êtes-vous sûr de vouloir faire cela vous-même, Fiona ?» Adrienne demanda doucement. « Je peux les détruire avec un coup de téléphone. Vous n'aurez plus jamais à voir leur visage. »« Non, dit-elle, se tournant vers lui. Ils ne vous ont pas vendu, ils m'ont vendu. J'ai besoin d'être celle qui leur remettra le reçu. » La nuit du gala, Seattle était drapée d'une brume lourde et suffocante. C'était parfait. Ils arrivèrent au Fairmont dans la Phantom. Le voiturier parut terrifié alors qu'Adrien sortait. Il était vêtu d'un smoking si net qu'il ressemblait à une arme, sa présence aspirant l'oxygène de l'air humide. Il tendit une main à Fiona. Elle la prit. Elle n'était plus Fiona la servante. Elle était Fiona Blackwood. Elle portait une robe de velours bleu nuit qui épousait chaque courbe, spécifiquement conçue pour accentuer la grossesse plutôt que la cacher. Autour de son cou pendait l'émeraude Blackwood, une pierre de la taille d'un œuf de quille qui avait appartenu à la mère d'Adrienne. « Écoute, prête, quote, murmura-t-il. « Ein quote, l'heure du spectacle, quote, répondit-elle. Ils ne prirent pas l'entrée latérale. Ils traversèrent les portes principales en laiton, passèrent devant l'équipe de sécurité qui jeta un coup d'œil aux yeux d'Adrienne et décida de ne pas demander d'invitation. La salle de bal était une mer de paillettes couleur champagne et de faux rires. Une bannière géante pendait au-dessus de la scène, Jessica Miller, le nouveau visage de la beauté. La sœur de Fiona était sur scène tenant un microphone, se prélassant sous les applaudissements de gens qui ne l'aimaient que parce qu'ils pensaient qu'elle était riche. « Un quote, ma famille a traversé tellement de choses, quote, » disait Jessica, faisant couler une fausse larme. « Un quote, ma pauvre sœur Fiona, elle a dû partir pour sa santé mentale. Ça a été dur, mais nous sommes des survivantes, un quote. » Linda était au premier rang, hochant la tête solennellement, tamponnant ses yeux avec une serviette. Gavin était au bar, riant bruyamment avec un groupe d'investisseurs. Puis les portes se refermèrent derrière eux. Ce n'était pas un son fort, mais le lourd bruit sourd résonna dans la pièce. Les têtes se tournèrent. Le bavardage s'éteignit, se propageant en silence de l'arrière de la pièce à l'avant. Adrienne et Fiona descendirent l'allée centrale. La foule s'écarta instinctivement, un mélange de peur et d'admiration les repoussant. Le clic de ses talons sur le sol de marbre fut le seul son dans la pièce. Jessica se figea au milieu d'une phrase. Ses yeux s'écarquillèrent, se fixant sur l'émeraude autour du cou de Fiona, puis descendant vers le gonflement indéniable de son ventre. Le microphone bascula dans sa main, laissant échapper un sifflement aigu de Larson qui fit tout le monde grimacer. « Fiona » souffla-t-elle, sa voix amplifiée par les haut-parleurs. « Quoi? Que faites-vous ici? » Fiona ne s'arrêta pas avant d'être au pied des escaliers menant à la scène. Elle leva les yeux vers Jessica. Sa sœur avait l'air petite bon marché. « Je suis là pour la fête, Jess, » dit Fiona, sa voix projetant clairement son micro. « J'ai entendu que vous célébriez la fortune familiale. J'ai pensé que je devrais être ici étant donné que je suis la fortune. » Gavin se précipita depuis le bar, son visage rougissant d'un rouge profond et paniqué. « Fiona, vous avez signé un contrat. Vous ne pouvez pas être ici. Sécurité, faites sortir cette femme. » 2 gardes de sécurité s'avancèrent, mais Renfield, qui s'était matérialisé de l'ombre, se contenta de se placer sur leur chemin. Il ne leva pas la main. Il sourit juste, révélant trop de dents. Les gardes reculèrent immédiatement. « Quote, le contrat est nul, père quote, » dit Fiona finalement, montant sur la scène. Jessica trébucha en arrière, manquant de trébucher sur sa traîne. Fiona prit le microphone de sa main molle. « Quote, bonsoir à tous, quote. » Elle s'adressa à la pièce. Le silence fut absolu.
Mon père a raison. Il y avait un contrat. Il y a 2 semaines, Gavin et Linda Miller m'ont vendu pour régler une dette de jeu. Le prix était de 15 millions de dollars. Un halètement collectif traversa la pièce. Des chuchotements sifflèrent comme de la vapeur. C'est un mensonge. Linda hurla en se levant. Elle est délirante. Elle est malade. Ils m'ont vendu avec une réduction. Fiona continua, l'ignorant. Parce qu'ils ont prétendu que j'étais de la marchandise endommagée, infertile, inutile, pour autre chose que la servitude. Elle plaça une main sur son ventre, se tournant de profil pour que toute la pièce puisse voir la silhouette. Mais comme vous pouvez le voir, dit-elle, sa voix tombant à un murmure d'acier. Je suis très fertile, ce qui signifie que le produit a été mal représenté et que l'acheteur est mécontent. Adrien monta sur la scène. Il se déplaçait avec cette grâce de prédateur qui faisait inconsciemment retenir leur souffle aux humains. Il se tenait à côté d'elle, une sombre tour de protection. « Quoi? Je n'aime pas être fraudé, quote, dit Adrienne. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait une résonance qui vibrait dans la poitrine. Un quote. Et je n'aime pas les voleurs. Quote. Nous ne savions pas, quote, balbutia Gavin, la sueur coulant sur son visage. Un quote. C'était une erreur médicale. Quote. Un quote. L'était-ce? Quote, demanda Fiona. Elle fit un signe de tête à la cabine technique à l'arrière de la pièce. Ils avaient acheté la société de production ce matin-là. Le technicien, terrifié et bien payé, appuya sur le bouton. L'écran géant derrière eux, qui affichait un diaporama des selfies de Jessica, scintilla. Une vidéo le remplaça. C'était le Dr. Caldwell. Il était assis dans son bureau, son bras dans un plâtre, regardant la caméra avec des yeux terrifiés. « Mon nom est Dr. Stephen Caldwell. » La vidéo joua. « Pendant 6 ans, j'ai administré des injections d'un médicament suppresseur à Fiona Miller. J'ai fait cela à la demande de Linda Miller. » La pièce éclata. Linda figea son visage, le vidant de toute couleur. Le médicament était conçu pour imiter l'infertilité et créer de fausses cicatrices sur les échographies. Caldwell continua à l'écran. Linda me payait 5 000 $ par mois pour s'assurer que Fiona reste inépousable, afin que sa fille Jessica hérite du domaine familial et assure un mariage riche. Fiona n'a jamais été stérile. Elle a été empoisonnée. La vidéo coupa sur une série de relevés bancaires. Compte joint Miller transférant des fonds à Caldwell Medical Solutions. Date montant. C'était indéniable. Fiona regarda Linda. Elle ne criait plus. Elle tremblait. Les mondains autour d'elle reculaient, la regardant comme si elle était une lépreuse. « Un quote. Vous m'avez empoisonné, quote, dit Fiona, la regardant directement. « Un quote. Pendant 6 ans, vous m'avez laissé croire que j'étais brisé. Vous m'avez laissé pleurer jusqu'à m'endormir, me demandant ce qui n'allait pas chez moi pendant que vous payiez un médecin pour détruire mon corps. J'ai fait ce que je devais faire. » Un quote. Linda hurla, sa contenance se brisant. « Un quote. Nous avions besoin d'argent. Vous n'étiez qu'un fardeau pour nous. Vous n'étiez rien. »« Un quote. Et maintenant, demanda Fiona, maintenant je suis la dame de Blackwood. Et vous? » Les portes s'ouvrirent à nouveau. Cette fois, ce n'étaient pas des invités. C'était le département de police de Seattle, flanqué par le procureur de district lui-même. Linda Miller, Gavin Miller. L'officier annonça, sa voix tonitruante. « Vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de fraude, faute professionnelle médicale et lésions corporelles graves. » Gavin tenta de courir. C'était pathétique. Il fit 3 pas avant qu'un officier ne le plaquât. Linda sanglotait, criant qu'elle y était une victime, que tout cela était l'idée du Dr. Caldwell. Jessica se tenait sur scène, tremblante. Elle regarda Fiona, ses yeux remplis de haine. « Tu as tout ruiné !» Elle siffla. « Toi, jalouse, petite bizarre. » Elle se jeta sur Fiona, ses ongles visant son visage. Elle n'y parvint jamais. Adrienne bougea plus vite que les yeux humains ne pouvaient suivre. Une seconde, il était à côté de Fiona. La suivante, il tenait Jessica par le poignet. Il ne la frappa pas.
Il tint juste son bras en l'air, sa prise comme du fer. « Ne » grogna Adrienne, ses yeux clignotant un cramoisi terrifiant momentané. « Touche ma femme ou mon enfant. » Il la relâcha et elle s'effondra au sol en pleurs. Alors que la police menottait la famille de Fiona, le père qui l'avait vendue, la belle-mère qui l'avait empoisonnée et la sœur qui s'était moquée d'elle, elle ressentit une étrange sensation. Elle s'attendait à ressentir de la joie. Elle s'attendait à se sentir étourdie. Au lieu de cela, elle ressentit une finalité lourde et paisible. Elle les regarda être traînés par la sortie latérale, les caméras des paparazzis clignotant comme des stroboscopes, capturant leurs ruines pour les journaux du matin. Ils avaient voulu la gloire. Ils avaient voulu être le sujet de conversation de la ville. Maintenant, ils l'étaient. La pièce fut silencieuse à nouveau. Des centaines d'yeux éteignent sur Fiona. Elle regarda Adrien. Il lui offrit son bras à nouveau. « À quoi? Avez-vous fini, mon amour? »« En quoi? » demanda-t-il. « En quoi? »« Oui, en quoi? » dit-elle, tournant le dos à la foule stupéfaite. « En quoi? Rentrons à la maison. En quoi? » Ils sortirent de la salle de bal, laissant derrière eux l'épave de la famille Miller. Fiona ne regarda pas en arrière. Elle n'en avait pas besoin. Son avenir marchait à côté d'elle et donnait des coups de pied dans elle. La guerre était finie. Maintenant, le règne de la famille Blackwood pouvait commencer. L'euphorie de leur victoire au gala s'est estompée, remplacée par une nouvelle réalité plus terrifiante, la grossesse elle-même. Un hybride humain-vampire est une anomalie biologique, quelque chose qui défie la nature. La grossesse de Fiona ne suivait pas les règles. Cela ne prit pas 9 mois, cela en prit 6, et ce furent les 6 mois les plus physiquement épuisants de sa vie. Au 4e mois, Fiona était alitée. Le bébé grandissait à un rythme accéléré et il avait faim, non pas de nourriture, mais d'essence. Son corps travaillait sans relâche pour maintenir une vie à moitié immortelle. Elle devint pâle, ses pommettes s'aiguisant alors que le bébé puisait sa force directement de son sang. Adrien était une épave. Le seigneur stoïque et puissant de la nuit passait ses journées à faire les 100 pas dans la chambre et ses nuits à genoux près du lit, sa tête reposant contre son ventre distendu, écoutant les battements de cœur rapides et retentissants à l'intérieur. « And quote, il prend trop, quote, » murmura Adrien une nuit, sa voix épaissie par la culpabilité. Il regarda son bras contusionné où Renfield venait d'administrer une perfusion de fer. « Vous vous effacez, Fiona. Si cela continue, si cela se résume à un choix entre vous et l'enfant. » Il leva les yeux, ses yeux sombres brûlants d'un amour féroce et désespéré. « Je vous choisis toujours. Je n'échangerai pas votre vie contre un héritier. » Fiona passa ses doigts dans ses cheveux, faible mais résolu. « Vous n'aurez pas à choisir. Je ne suis pas la chose brisée que mon père a vendue à Adrien. Je suis forte. Nous le gardons. » Le travail commença par une nuit d'orage en novembre, la nuit d'une lune de sang. La douleur frappa Fiona comme un coup physique la réveillant brutalement. Ce n'était pas l'accumulation lente d'un travail humain, c'était une avalanche. Le bébé était prêt et il se frayait un chemin pour sortir. Il ne pouvait pas aller à l'hôpital. Un bébé avec une température corporelle de 52 ranges et un rythme cardiaque de 40 battements par minute déclencherait toutes les alarmes en usine. Ils étaient seuls dans la suite parentale, que Renfield avait convertie en salle de traumatologie stérile. « Reste avec moi, Fiona. » Adrienne rugit par-dessus le son du tonnerre secouant le domaine. Il était derrière elle, soutenant son poids, sa force froide, la seule chose la maintenant au lit. La douleur était aveuglante, un feu blanc et chaud la déchirant. « Et quoi? Je ne peux pas, quoi? » hurla-t-elle, des larmes coulant sur son visage. « Quoi? Il est trop fort, quoi? Quoi? Tu es plus forte, quoi? » commanda Adrienne, lui serrant la main si fort qu'elle pensa qu'il allait l'écraser. « Hein, quoi? Tu as survécu au poison. Tu as survécu à la trahison. Ne lâche pas maintenant, hein, quoi? Hein, quoi? Pousse, hein, quoi? » hurla Fiona,
un son primal et guttural qui s'harmonisa avec un éclair dehors. Elle versa chaque once de son amour, de sa rage et de son espoir dans cette dernière poussée. La pièce devint silencieuse. Le tonnerre s'arrêta. Puis un son brisa le silence, un cri doux et mélodieux. « Fiona !» souffla Adrien. La peur dans sa voix avait disparu, remplacée par une pure admiration. Elle s'affala contre lui, luttant pour garder les yeux ouverts. « Est-il? » « Il est parfait. » Adrienne se déplaça pour lui faire face, tenant un paquet enveloppé de soie noire. Il abaissa la couverture. Le bébé était petit mais fort, sa peau de la couleur de l'albâtre. Il avait une touffe de cheveux noirs de jais, tout comme son père. Mais quand il ouvrit les yeux, ils n'étaient pas le bleu d'un nouveau-né. Ils étaient d'un violet brillant et perçant, la marque de haute noblesse dans la loi des vampires. Il ne pleura pas. Il regarda Fiona avec une intelligence ancienne et d'une beauté terrifiante. Quod, il la connaissait, quod, en quod. Alexander Quod, murmura-t-elle, touchant sa petite main froide. En quod, son nom est Alexander en quod. Adrienne embrassa son front trempé de sueur, puis embrassa la tête du bébé. Des larmes de sang coulaient sur son visage. Alexander Blackwood, l'héritier de la nuit. 3 ans plus tard, le soleil se couchait sur le domaine Blackwood, jetant de longues ombres dorées sur la pelouse. Fiona était assise sur la terrasse en pierre, sirotant du thé, regardant la scène devant elle. Un garçon de 3 ans courait sur l'herbe. Il se déplaçait avec un flou de vitesse, plus vite que n'importe quel enfant humain, riant en chassant une libellule. Il sauta en l'air, franchissant une haie de 4 pieds avec une grâce sans effort, atterrissant doucement de l'autre côté. « En quod, il a votre énergie, quod », dit Adrienne, s'avançant derrière elle et posant une main sur son épaule. « En quod, et votre entêtement, quod ». Elle le rit, se penchant en arrière dans son toucher. La vie s'était installée dans un rythme de paix que Fiona n'avait jamais cru possible. Les monstres de son passé avaient été dévorés par leur propre cupidité. Linda purgeait 20 ans de prison fédérale, sa vanité détruite par un uniforme de prison. Gavin travaillait dans un lave-auto en Floride, se cachant des collecteurs de dettes. Jessica avait changé de nom et disparu dans l'obscurité. Ils étaient des fantômes. Fiona était vivante. Adrienne sortit sur l'herbe et ramassa Alexander. Le garçon hurla de joie alors que son père le faisait tourner. Fiona les regarda, son mari, le monstre qui l'avait sauvé et son fils, le miracle qu'il disait qu'elle ne pourrait jamais avoir. Son père avait regardé un dossier médical et avait vu un produit cassé à vendre avec une réduction. Il la vendit pour la ferraille, mais il ne réalisa pas que dans les bonnes mains, même les choses brisées peuvent être forgées dans quelque chose d'incassable. Il la vendit à une bête, mais la bête la fit reine. Et pour la première fois de sa vie, Fiona ne faisait pas que survivre. Elle était à la maison. Et c'est l'histoire de comment Fiona est passée d'être vendue comme marchandise endommagée à devenir la mère de l'héritier le plus puissant de la ville. Sa famille a essayé de la vendre dans un cauchemar, mais elle l'a transformée en conte de fées. Ils pourrissent dans des cellules de leur propre fabrication pendant qu'elle élève un fils qui peut sauter par-dessus les murs, vivant avec un mari qui brûlerait le monde pour elle. Cela montre juste que parfois la trahison de votre famille est en fait le plus grand cadeau de votre destin. Si vous avez aimé ces montagnes russes de vengeance, de romance et de drames vampiriques, veuillez écraser ce bouton j'aime. Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur l'icône de la cloche pour ne jamais manquer une histoire. Qu'en pensez-vous? Alexander devrait-il avoir une petite sœur dans la prochaine histoire? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.